Alors dans le cadre du programme de seconde, le premier thème d'histoire qui introduit l'ensemble du programme, c'est les Européens dans le peuplement du monde. Alors ça peut paraître relativement vague, mais l'idée en fin de compte, c'est de comprendre ce qui fait la spécificité de la croissance de la population européenne, donc à travers ce qu'on appelle la transition démographique. Et d'un autre côté, c'est de comprendre l'apport des Européens dans le peuplement de certains continents. Alors ici, je vous ai mis 4 cartes différentes, à 4 moments de l'histoire de l'humanité différents, et on peut définir assez rapidement ce qu'est un foyer de peuplement. Ici, vous avez un premier foyer de peuplement chinois, indien, européen, on pourrait mettre également le Proche-Orient à ce moment-là. Et vous voyez qu'à partir de la Renaissance et les grandes découvertes, 1500 ici, 1600 ici, et au final 1800, début du 19e siècle, on a une croissance de la population mondiale importante. Vous voyez également des petits points en Afrique, mais l'idée c'est que on a toujours les 3 mêmes foyers de peuplement. Alors ça nous permet de définir ce que sont les foyers de peuplement. Ce sont des régions du monde où la population est historiquement importante, où il y a des fortes densités de population depuis justement l'Antiquité. Donc historiquement, les 3 grands foyers, c'est Europe, Inde et Chine. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu le cas, mais on verra qu'il y a de nouveaux foyers de peuplement qui se sont développés ensuite. Ensuite, nous avons des cartes de densité. Alors c'est un petit peu différent par rapport aux petits points qui marquent 1 million d'habitants. Là, les densités, elles impliquent que la population, justement, elle est mieux présentée. Vous avez toujours ces densités fortes en Asie, là, Indochine, et on voit en 1700 que l'Europe est également une région de forte densité de population. On voit qu'il peut y avoir une zone en Afrique qui est concernée, mais les Amériques sont globalement dépeuplées. On arrive au début du XXe siècle ici, en 1900, on voit toujours cette population asiatique, chinoise et indienne importante, population européenne qui a pas mal augmenté, qui a connu une croissance importante, et un nouveau foyer qui se développe en Amérique du Nord. Donc pour récapituler, vous avez vos 3 foyers de peuplement principaux, l'Inde, la Chine, l'Europe, et vous avez un 4e foyer qui se crée en Amérique du Nord avec les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est relativement vrai aussi pour l'ensemble des Amériques, on a plusieurs foyers de peuplement qui se sont créés. L'Amérique du Nord, si on inclut le Mexique, plus de 400 millions d'habitants, et puis une partie de l'Amérique du Sud avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, qui forment une région urbaine assez importante. Alors cette croissance de la population européenne, on peut l'expliquer à travers plusieurs phénomènes. Mais il faut avoir conscience qu'elle se fait aussi, par bien des aspects, de manière très lente. Jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, on a ce qu'on appelle un régime démographique traditionnel, c'est-à-dire une natalité forte et une mortalité forte. Beaucoup d'enfants, mais beaucoup de gens qui décèdent, et surtout beaucoup d'enfants qui n'atteignent pas l'âge adulte. Alors, dans ce régime démographique traditionnel, on peut comprendre pourquoi la population augmente relativement peu rapidement. En 400 avant Jésus-Christ, vous avez une trentaine de millions d'habitants en Europe pour à peu près 152 millions d'habitants. 1500 ans après, quasiment, vous avez 43 millions d'habitants pour 253 millions de gens sur Terre. C'est peu. Et la croissance a été faible pour des raisons assez simples, c'est que les techniques agricoles, elles ont très peu changé. Ici, c'est une mosaïque romaine qui montre le travail agricole dans l'Antiquité, ce sont peut-être des esclaves, on n'en sait rien, mais vous avez des gens qui sèment et qui labourent la terre avec un attelage de bœufs. Vous avez les bœufs, vous avez quelqu'un qui sème des grains. Globalement, ce sont des techniques agricoles assez anciennes qui demandent peu de technologie. Même chose au Moyen-Âge, vous avez autour de l'an 1000 quelqu'un qui sème des graines et qui va labourer, défricher des terres, mais avec assez peu de technologie. Alors ça évolue un petit peu, si on regarde ici autour de 1500, un tableau de Bruegel, un peintre flamand, vous avez justement
un peu plus d'opulence dans les campagnes ou dans les petites villes. Si vous regardez, les gens sont plutôt en Flandre bien habillés. On a des enfants qui visiblement survivent. On a un peu plus de richesse, notamment dans la proximité des villes et dans les régions riches. Donc il y a eu une croissance de la population à ce moment-là, une croissance qui amène la population européenne à doubler entre l'an 1000 et l'an 1500. Même si on a des accidents démographiques, d'accord, comme ici la Grande Peste qui fait un tiers à peu près de morts de la population européenne. Mais on a une croissance régulière à partir de l'an 1000 tout de même. Ensuite, en 1800, si vous regardez, la population mondiale, elle a encore doublé. Elle est autour de 954 millions d'habitants et la population européenne, elle frôle les 200 millions. Alors si vous faites le rapport, entre 1800 et l'an 1000, la population européenne, elle a été multipliée quasiment par 5. Ce qui est beaucoup et qui s'explique en partie par l'amélioration des techniques agricoles. Et puis si vous regardez, la population mondiale entre 19e et 20e siècle, elle a augmenté à peu près de 60%, alors que la population européenne, elle a plus que doublé. Ça veut dire que les Européens, eux, ont connu une très forte croissance de leur population, et c'est en partie lié à des phénomènes comme celui-ci. Alors ça, c'est une publicité pour des engrais auprès des agriculteurs au 19e, début du 20e siècle. Vous avez des gens qui utilisent un engrais qui est du sulfate d'ammoniac, où la paysanne est riche, grosse, hein, où les fruits de la terre qui sont obtenus, alors les poires sont énormes, le blé pousse très haut. On a une agriculture qui est devenue plus productive, on produit plus de nourriture pour les gens, on peut nourrir plus de personnes. Et vous avez sans engrais une famille de gens pauvres et maigres sur un terrain totalement désolé, pour vous montrer que d'une certaine manière, les technologies agricoles comme les engrais qui se sont développées en Europe, elles ont permis une croissance de la population et une forme de richesse. Alors c'est à partir de cette croissance de la population qu'on doit expliquer la transition démographique. La transition démographique, c'est aisément représenté par des graphiques comme celui-ci là que vous voyez en classe, où vous avez une première phase, une deuxième phase. Et en même temps, vous avez des phénomènes qui sont avant et après cette transition démographique. La phase pré-transitionnelle, c'est celle de l'Ancien Régime, où vous avez beaucoup d'enfants, des enfants qu'on voit un petit peu partout, mais très peu qui survivent. On a une forte mortalité des enfants, et je voulais vous montrer cet intérieur là paysan, parce qu'on voit des enfants qui se baladent quasiment à même le sol, le berceau de l'enfant est relativement surélevé, mais on peut avoir des animaux qui se baladent partout, on est proche du foyer, il y a des fumées, les enfants sont confrontés à tout un tas de risques. Et la mortalité infantile est forte. Alors c'est ce qu'on appelle une phase pré-transitionnelle, c'est-à-dire avant la transition démographique, où on a à peu près 40-45 décès pour 1000 habitants et 40-45 naissances pour 1000 habitants. Ça veut dire que la population, elle augmente par moment quand la mortalité baisse, mais c'est loin d'être constant. On a aussi des crises de mortalité importantes. Et puis arrivent certains progrès dans l'alimentation, et là on a une première phase, et dans l'hygiène, où la mortalité diminue. Et ça vous crée une phase dans laquelle vous avez ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Ça veut dire que la différence entre les naissances et les morts dans la population va faire qu'avec beaucoup moins de morts, le nombre de naissances va permettre une forte croissance de la population. Vous allez avoir, mettons, 100 enfants qui vont survivre. Avant, vous aviez 98 morts à côté de ces 100 enfants. Là, vous en avez plus que 60. Ça veut dire qu'il y a 40 enfants qui se rajoutent tous les ans en plus. Ça, c'est votre première phase. Deuxième phase, les gens vont s'adapter au changement qui a été, par exemple, l'amélioration de l'alimentation et l'hygiène, et ils vont se mettre à essayer d'avoir moins d'enfants. Ça, c'est la deuxième phase de la transition démographique, où votre taux de natalité va baisser. Et on arrive dans une situation qui est actuellement celle de pas mal de pays dans le monde, qui est la transition achevée, où le taux de natalité est faible et le taux de mortalité est faible, mais il y a une légère croissance de la population.
Alors ça peut s'exemplifier à travers des sociétés comme la société québécoise. Les Québécois faisaient énormément d'enfants, on avait des taux de natalité là ici proches de 60 pour 1000, 60 pour 1000 ça veut dire autour de 10 enfants par femme, c'est quand même considérable, et un taux de mortalité qui était relativement faible. Donc ça implique que la croissance de la population québécoise franco-canadienne a été très importante. Et ça reste stable. On reste dans une société qui n'a pas connu tout de suite justement la même transition démographique qu'après. Si on voyage un petit peu dans le temps et qu'on se retrouve là à la fin du deuxième moitié du XXe siècle, on voit que les taux de natalité ont déjà bien baissé, autour de 30 pour 1000. Donc ils ont été divisés par 2 à peu près. Mais les taux de mortalité au XXe siècle sont faibles. Donc vous avez toujours un accroissement fort. Par contre, la transition démographique au Québec, elle est achevée autour de 1970, quand la natalité chute. Et vous voyez qu'elle continue de chuter pour atteindre des niveaux très faibles, autour de 10 enfants pour 1000 habitants. Ce qui veut dire là, c'est peu d'enfants et on se rapproche du taux de mortalité. Donc, la transition démographique, c'est le passage de ces sociétés là, dites traditionnelles, où les enfants meurent beaucoup, où le taux de mortalité est fort et la natalité aussi, à des sociétés où on fait peu d'enfants, mais où il y a très peu de mortalité. C'est comprendre ce passage et l'accroissement de la population, l'accroissement naturel qui en résulte, c'est globalement ce qu'on vous demande ici. Alors la transition démographique et la croissance démographique en général, elle peut s'expliquer à travers plusieurs phénomènes. Ici, je vous mets les travaux d'assainissement comme le fait de paver les rues ou de faire des égouts. Construire des égouts, ça a transformé l'hygiène en ville. Alors pas immédiatement à la campagne, mais pour les sociétés urbaines où les taux de mortalité étaient très élevés à cause des épidémies, ça change beaucoup. Donc vous avez une rue qui va être pavée, et si vous regardez bien ici, vous avez des travaux de canalisation qui sont effectués pour faire des égouts. Alors ça c'est dans le Paris du 19e siècle. On va construire des égouts, et on va permettre aux gens de plus être sujets à des maladies comme le choléra, la dysenterie ou autre. Mais ça ne peut pas expliquer la totalité de la croissance de la population, parce que vous le savez, les populations sont encore très rurales. Donc là, on a aussi l'amélioration des techniques agricoles, et je vous ai mis par exemple les équipements agricoles. Ici, vous avez des équipements qui sont liés au développement de la métallurgie. Quand vous regardez bien, ce sont des équipements pour retourner la terre, mettre des engrais, comme ici, ou injecter directement les graines dans le sol. On a une amélioration des outils qui va favoriser la production justement de blé et de céréales en tout genre. Et en dernier, par exemple, vous avez la médecine infantile. Si vous regardez le tableau ici, on voit que toute l'attention est dirigée sur l'enfant. On donne des consignes aux parents pour que les enfants justement soient mieux protégés, survivent mieux, et le taux de mortalité infantile au 19e siècle et au début du 20e siècle a beaucoup baissé. Donc tous ces progrès ont quand même beaucoup contribué à transformer le rapport que les gens avaient à l'hygiène, à la médecine, à la nourriture, et les sociétés européennes commencent à permettre des conditions de vie qui sont bien meilleures. La conséquence de cette croissance de la population européenne, c'est entre autres l'émigration massive des Européens dans les nouveaux continents et ce qu'on appelle aussi les pays neufs. Alors comme pays neuf, forcément dans l'imaginaire européen, c'est avant tout les États-Unis, et vous avez également le Canada, le Brésil, l'Argentine ici, l'Uruguay, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud un petit peu, ou pourquoi pas les colonies françaises d'Afrique du Nord comme l'Algérie. Même si ce n'est pas des pays très neufs, en réalité, ce sont des pays de colonisation. Là. Donc, cette émigration massive des Européens, elle est poussée par la croissance démographique. C'est-à-dire qu'il y a trop de monde dans certains pays comme l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne pour que chacun vive plutôt correctement. Et donc, ça aboutit à une arrivée massive de gens ici à Ellis Island, par exemple. Si vous connaissez le site de Ellis Island, vous avez ces immigrés qui arrivent avec leur sac sur le dos, qui doivent remplir des formulaires d'immigration, qui doivent dire s'ils sont débiles ou analphabètes, qui doivent
passer des examens pour voir s'ils sont malades ou autres. Alors, ici il manque les chiffres pour l'Amérique du Nord, mais on a à peu près 43 millions d'Européens qui ont émigré en Amérique du Nord. Pour ce qui est de l'Amérique du Sud, vous le voyez, 11 millions. Les Russes qui sont partis en Asie, en Sibérie, 7 millions. Les Britanniques, surtout, qui sont partis en Australie, en Nouvelle-Zélande, 3,5 millions. Donc ça fait une très forte émigration européenne. Si on faisait l'ensemble, certainement des 19e et 20e siècles, il y a certainement plus de 100 millions d'Européens qui ont quitté le continent. Ça fait une population considérable. Et ça a eu un impact sur les nouvelles sociétés qui se sont développées. Alors ici, je vous ai mis, parce que notamment c'est ici, à côté de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie, un territoire français dont on parle pas forcément beaucoup, mais qui peut être intéressant pour exemplifier. Vous avez ce navire, là, le Café, qui a transporté des colons, ici, le bateau, pour la Nouvelle-Calédonie. Alors c'était offrir des terres aux gens, un nouvel avenir, et on crée des nouvelles sociétés un peu partout, même là où il y avait déjà des habitants, comme en Nouvelle-Calédonie, des habitants qu'on appelle les Kanaks. Et ça va créer des nouvelles sociétés, comme en Amérique, où les Européens cohabitent avec des gens qui étaient déjà là, des indigènes. Même chose pour cette publicité là, pour l'immigration dans l'état de São Paulo au Brésil. On vous met les liaisons maritimes pour aller y travailler. C'est un état qui faisait énormément de publicité en Italie pour attirer des immigrés italiens qui venaient travailler dans le café. Donc cette immigration européenne massive, elle a eu un impact sur l'ensemble du monde et elle a transformé assez profondément les sociétés, notamment américaines. Là où vous aviez des sociétés de colons qui avaient reçu assez peu de nouveaux arrivants au XVIIIe et au début du XIXe siècle, à partir des années 1840-1850, on a une forte arrivée d'Européens. Et dans le sud du Brésil, ou en Argentine, ça va avoir la conséquence que la plupart des Argentins et des Brésiliens du Sud, aujourd'hui, sont des descendants directs d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, même une minorité de Français. Donc on a une réelle projection, une exportation des sociétés européennes dans le monde. Alors en plus des exemples précédemment montrés, il existe tout un tas de trajectoires d'immigration comme ça, dont on parle moins en classe de seconde, mais qui sont importantes pour comprendre justement le phénomène européen dans sa complexité. Ici, regardez, on a des populations ukrainiennes, ça se voit aussi en partie à l'accoutrement des femmes essentiellement, plus que des hommes. Ces foulards typiques des femmes orthodoxes dans les pays justement de l'Est. On a des Ukrainiens qui sont partis au Canada pour travailler la terre. Alors ce sont des peuples qui sont habitués à travailler sur des sols riches, mais des sols qui gèlent fréquemment, et le gouvernement canadien cherchait des gens capables de mettre en valeur l'intérieur du pays, les grandes plaines du Canada, par des agriculteurs, des populations qui soient capables de les utiliser. L'hôtel des Inmigrantes, des immigrés, à Buenos Aires, c'est le Ellis Island, si vous voulez, de l'Argentine, qui est le deuxième pays qui a reçu le plus de colons européens après les États-Unis. L'Argentine a reçu entre 6,5 millions et 7 millions de colons européens. Alors c'est plus également que le Canada, si vous voulez, parce que le Canada recevait beaucoup d'immigrés qui s'enregistraient au Canada et descendaient assez rapidement aux États-Unis chercher du travail parce qu'il était plus facile d'arriver au Canada, d'être accepté au Canada qu'aux États-Unis. Et je vous ai mis un dernier petit exemple qui est lié à ce type d'immigration. Les Italiens dans la construction en Uruguay. Dans ces nouveaux pays, si vous voulez, ici comme en Uruguay, on a une forte croissance de la population et donc également une forte croissance de la construction. Les villes sont construites assez rapidement, parfois mal, les chemins de fer aussi. Donc on a un besoin de main-d'œuvre qui est lié aussi à la construction. Donc, vous voyez qu'en plus le phénomène migratoire, il entretient lui-même plus d'immigrés.
Parce que plus vous avez de gens qui entrent dans le pays, plus vous avez des besoins en nourriture, en construction, et on a besoin de plus de bras encore pour arriver à produire. Alors, pensez bien aux emplois aussi différents, mais que l'intérêt des gouvernements et des patronats locaux, c'est une main-d'œuvre bon marché. D'accord, c'est maintenir des salaires bas et faire travailler des gens à des prix assez faibles par rapport aux autochtones. Alors pour clore ces réflexions d'une certaine manière sur ce que les Européens ont apporté au monde et au peuplement du monde, il y a des apports qu'il faut signaler dans une copie, mais aussi des choses que vous devez connaître simplement en termes de culture générale. Et il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres. Par exemple, l'apport linguistique, les langues. Là, vous avez ici, si je prends en rouge, tout ce qui est langue dite romane, le français ici au Canada, en France, l'espagnol ici, hop là, en Amérique latine, le portugais qui pourrait être là également, et l'anglais ici, Amérique du Nord. Bon, ça c'est l'Afrikaner plus. L'Australie aussi, avec l'anglais. On a un apport des langues européennes, mais là il manque l'influence des langues européennes aussi dans les sociétés qui sont pas européennes, comme l'Afrique ou autre. Bref, on a les langues. Ça se marque également dans une ville comme Los Angeles par la cohabitation entre deux langues européennes. Alors ici, l'espagnol, tu equipo Los Angeles, d'accord? Et vous voyez que Californie ici est barré et ils avaient inscrit Mexico, et puis on a l'ange, la statue de la Diane de Mexico placée justement sur le panorama urbain de Los Angeles. Et vous voyez que on a rajouté en plus un drapeau américain par-dessus. Ce qui veut dire que l'anglais et l'espagnol cohabitent à Los Angeles dans une forme de mélange et d'hybridation, et que ces deux langues européennes ont leur importance. Donc de même, on a des religions comme ici, les cathédrales, toutes les églises, le christianisme qui s'est développé dans tout le continent américain, c'est le christianisme qui domine très largement. Alors en Océanie également, même si l'athéisme et les agnostiques sont également très nombreux, on pourrait faire un peu le même constat en Afrique, où une bonne partie de l'Afrique colonisée au sud du Sahara justement se retrouvait influencée par le christianisme. Enfin, on peut terminer par les apports les plus quotidiens, ceux qui vous touchent le plus. L'alimentation, ce qu'on mange. Ici le cacao. Et ici par exemple la culture de maïs, qui sont des échanges qui nous viennent justement de la découverte du continent américain. Et on pourrait ajouter les pommes de terre, forcément, dans l'apport de tous les jours, les dindons, le tabac, même si c'est pas super, le cacao, là que j'ai déjà désigné, tout un tas aussi de fruits tropicaux, donc des échanges qui ont été très riches et qui ont formé une première mondialisation. Alors enfin, je souhaitais vous mettre un tableau récapitulatif pour que vous puissiez bien visualiser tout ce qu'on peut dire et comment on peut schématiser d'une certaine manière l'émigration européenne partout dans le monde, qu'est-ce qui la motive. Donc plusieurs facteurs, politiques et religieux, des crises politiques, des crises religieuses. En 1848-49, il y a un grand nombre de crises politiques en Europe. Beaucoup de militants politiques vont fuir dans les Amériques pour se réfugier. Alors, il y a le fameux exemple des républicains français qui vont partir en Californie suite à l'échec de l'instauration en partie des mouvements les plus radicaux. Beaucoup vont partir en Californie chercher de l'or. L'agriculture et l'industrie. En Europe, dans certains pays, on se retrouve toujours face à des famines, comme en Irlande. Des conditions sanitaires insatisfaisantes, ça c'est quelque chose qui est un peu plus rare quand même comme motivation de départ. Mais ça rejoint justement cette idée de recherche d'une vie meilleure.
le goût de l'aventure, parfois échapper à des situations difficiles, la pauvreté là, et cette idée que la transition démographique fait que l'Europe est un continent surpeuplé. Voilà toutes les motivations et ce qui facilite, ce qui là a été appelé des accélérateurs d'immigration. Vous avez les pays neufs, le fait que Australie, Canada, États-Unis, Argentine, Brésil ont besoin de main-d'œuvre pour développer le pays, mais surtout on a une aide technique avec le développement du bateau à vapeur et du chemin de fer qui permet d'amener les immigrés assez loin. Les nouveaux territoires, bon, les États-Unis est facile, mais on peut également travailler sur l'Argentine ou le Brésil. Ces 60 millions d'immigrants européens qui ont émigré vers des pays neufs, il est assez difficile de cautionner par exemple des chiffres comme celui-ci, 9 millions vers le Canada. En réalité, au Canada, sur ces 9 millions, il y en a peut-être 5 qui sont restés. Dans la mesure où une grande partie des gens qui immigraient au Canada se dirigeaient vers les États-Unis, mais se servaient de leur entrée au Canada pour contourner d'une certaine manière l'immigration américaine. Alors 11 millions en Amérique du Sud, dont la majorité en Argentine, et après dans une moindre mesure au Brésil. Et vous voyez, il y a aussi les Caraïbes, l'Australie, et 7 millions de Russes en Sibérie. Donc on a des destinations quand même assez variées au final. On a des motivations aussi qui sont assez différentes suivant les pays. Et des conséquences que vous connaissez en partie. Alors cette idée de communautarisme, qui est surtout vraie des États-Unis, les quartiers italiens, irlandais, chinois ou autres, la xénophobie, le rejet, qui est également réel quand même au Canada ou en Amérique du Sud de la part de ceux qui étaient installés depuis longtemps, et cette idée justement de xénophobie. Les protestants qui rejettent les catholiques aux États-Unis, ou d'une certaine manière les vieux argentins, les vieux colons argentins qui rejettent les Italiens en Argentine. Voilà, alors c'est une manière de préparer tout cela, et surtout de vous rappeler ce qui est important. Et je pense qu'il y a des possibilités d'élargir toujours plus, mais c'est déjà suffisant, je pense, pour aborder la question.